Avec une flambée de l'épidémie de Covid-19 en ce début d'année 2022 et près de la moitié des personnes hospitalisées qui sont malgré tout vaccinées, on peut se demander si finalement ces vaccins servent vraiment à quelque chose et si l'instauration du pass vaccinal est vraiment utile. Je vous propose de faire le point dans cette vidéo. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous dans la description. En effet, le pass vaccinal vient d'entrer en vigueur et de limiter l'accès aux lieux publics à de nombreuses personnes non vaccinées, à peu près 8% de la population. En fait, ce sésame illustre la volonté du gouvernement de miser tout sur la vaccination. Pourtant, lorsqu'on observe autour de nous, on peut constater que finalement le vaccin n'a pas fait de miracle. Pourtant, ils sont nombreux sur les plateaux télé à nous avoir promis que si on atteignait 70% de la population vaccinée, ce serait fini de cette crise du Covid. Il n'y aurait pas de vaccin. Vaccine. Doses of vaccines. Vakzine. Years ahead on vaccine. Das ist ein Impfstoff. C'est les vaccins. Un vaccin. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français. Car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Il n'y a pas que le confinement qui est là, contrairement aux autres confinements. Il y a la promesse du vaccin Voilà, et ça va probablement tout changer. Voilà. Avec un vaccin qui a 95% d'efficacité, on n'a pas besoin de vacciner 100% de la population. Il faudrait vacciner combien? Il suffit probablement que la couverture vaccinale atteigne 50-60% pour que l'intégrité de la population soit vaccinée, même ceux qui ne veulent pas. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le vaccin préserve la transmission. Absolument. Je pense qu'il y aura une attraction pour les vaccins. Et on pourrait sortir, je dirais, en grande partie de cette crise, pas totalement, on continuera à porter des masques, autour de septembre 2021. Très bonne nouvelle, c'est que ça marche. Les taux de contamination en Israël, au Royaume-Uni, dans les États américains qui vaccinent le plus sont bas. Mais surtout, ce que l'on a appris cette semaine, c'est que les vaccins ARN messagers, notamment Pfizer-BioNTech, qui est le vaccin qu'on utilise le plus en France, eh bien ces vaccins, ils empêchent les transmissions. Ça y est, on voit la sortie de crise, elle est en vue? Oui, alors elle est en vue, mais il faut aller maintenant très très vite sur la vaccination. À partir du moment où on va disposer de doses, l'enjeu c'est de vacciner le plus grand nombre de personnes tous les jours. Alors j'ai fait quelques calculs. Ce que montre l'exemple israélien, c'est que on peut tout rouvrir, les restaurants, les salles de spectacle, les salles de sport, quand on a vacciné à peu près 60% de la population. En France, si on arrive à faire ça, si le ministère de la Santé arrive à s'organiser pour ça, cet été, en principe, on respire. Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'en est rien. Aussi, peut-on se poser des questions sur l'efficacité réelle des vaccins? Quelle différence y a-t-il finalement entre une personne vaccinée et une personne non vaccinée? Oui, en fait, si vous voulez, c'est comme pour le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est-à-dire que vous avez la personne non vaccinée, elle peut attraper le virus et elle peut le transmettre. Tandis que la personne vaccinée, elle peut attraper le virus. Elle peut transmettre le virus, mais elle est vaccinée. Blague à part, parce que j'en vois déjà qui commencent à s'exciter dans les commentaires et c'est pour ça que j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Mais ceux qui me suivent commencent à me connaître et savent que je cherche avant tout la vérité, donc je n'avance pas des propos comme ça au hasard. Vous pouvez retrouver toutes les sources, toutes les études citées juste en dessous dans la description. Donc, contrairement à la blague, il y a quand même quelques différences entre les vaccinés et les non vaccinés. Depuis des mois, on entend de la bouche de politiciens, de journalistes et de médecins que le vaccin aurait un impact sur le virus en diminuant les formes graves et en empêchant sa transmission. Alors, qu'en est-il vraiment? Que nous disent les études scientifiques? Il semblerait que les vaccins protègent des formes graves. Ainsi, les personnes vaccinées finissent moins en réanimation, ont moins de risques de décès et globalement font moins de symptômes que les personnes non vaccinées. Mais attention, car il s'agit bien sûr d'une généralité, chaque personne est différente, le système immunitaire est quelque chose de très complexe qui varie d'une personne à l'autre et qui varie selon le mode de vie. Ainsi, on a des exemples malheureux de personnes de 30 ans vaccinées contre le Covid et qui sont pourtant décédées, comme la boxeuse Julie Le Gaillard.
Et inversement, des exemples de personnes de plus de 90 ans qui n'étaient pas vaccinées, qui ont survécu au Covid, comme c'est le cas de 3 de mes patientes, ou comme de la grand-mère de l'actrice Béatrice Rosel. À votre sens, monsieur, je crois que c'est les chercheurs sont en train de chercher justement des tests qui pourraient. J'ai parlé à des connaissances qui sont dans ce milieu, dans le milieu scientifique, et il y a des gens qui sont en train de chercher justement. Ils ont des pistes pour déterminer peut-être des facteurs chez certaines personnes qui expliqueraient pourquoi. Voilà. Et pour aller dans votre sens, ma grand-mère qui avait 101 ans, donc qui est décédée pas du Covid, n'a jamais attrapé le Covid, n'était pas vaccinée, elle ne le souhaitait pas malgré tout ce qu'on lui a dit. Et c'est une des seules qui ne l'ait pas attrapé dans son EHPAD alors qu'elle était cas contact dans tous les sens. Alors des exemples, des témoignages, on peut en trouver des tonnes allant dans un sens comme dans l'autre, mais ça ne fait pas une vérité générale. Donc oui, globalement, le vaccin protège, mais attention, vous n'êtes pas une statistique. Et puisque l'efficacité vaccinale n'est jamais de 100%, vous pouvez être infecté par le Covid-19 malgré une vaccination complète. C'est ce que l'on appelle un échappement vaccinal. Par ailleurs, donc si on sait qu'il n'est jamais de 100%, le taux de protection des vaccins varie d'une étude à l'autre. D'après les études financées par Pfizer, elle n'est pas financée par Pfizer, c'est écrit noir sur blanc dans l'étude, elle est seulement organisée par Pfizer. Et la moitié des chercheurs qui ont participé détiennent des actions et des stock options chez Pfizer, mais elle n'est pas financée par Pfizer. Donc d'après les études organisées par Pfizer, la protection serait de 95%. On n'est pas loin du 100%. Mais bien sûr, cela est valable à 7 semaines après la deuxième dose, donc à peu près 2 mois après la deuxième dose. On verra qu'un peu plus tard, ce n'est plus la même chose. Et en effet, au début, les études rapportent à peu près des chiffres similaires, comme cette autre étude israélienne qui rapporte une efficacité proche de 92%, ou bien encore l'étude Heroes Recover financée par le CDC américain qui rapporte une efficacité proche de 91% avec les vaccins Pfizer et Moderna, donc pour lutter contre l'infection par le Covid-19. Mais de par leur nature, les virus changent, ce qui va modifier l'action des vaccins. Ces chiffres ont donc été revus à la baisse et notamment avec le variant Delta. Ainsi, selon une étude de Singapour, l'efficacité face à Delta n'était plus que de 69%. Une autre étude israélienne rapportait une efficacité de 62% et le CDC américain, au mois de juillet, rapportait une protection seulement de 67%. Et une autre étude de août 2021 portant sur des personnes résidant en maison de retraite, donc des personnes les plus concernées par la crise du Covid-19. Donc cette étude montre qu'après 2 doses de vaccin Pfizer, l'efficacité n'est plus que de 53% chez ces personnes-là. Et avec l'apparition du variant Omicron, tout explose. La vitesse de transmission de ce variant ainsi que ses nombreuses mutations laisse penser qu'Omicron échappe à la sécurité, à l'immunité conférée par les vaccins. 2 doses ne suffisent plus. Ainsi, une étude anglaise rapporte que face à Omicron, les 2 doses de vaccin n'offrent une protection que de 20%. Une étude sud-américaine rapporte une protection de 33%. Et enfin, une étude allemande rapporte que les anticorps des personnes vaccinées n'offrent qu'une efficacité limitée face à Omicron. Et l'Institut Pasteur confirme en France, après analyse du sang de personnes qui ont été doublement vaccinées, que 5 mois après les vaccins, les anticorps présents dans le sang des personnes vaccinées ne permettent pas de contrer Omicron. Donc on observe une baisse de l'efficacité des vaccins, mais quels sont les facteurs qui agissent sur cette diminution de l'efficacité vaccinale? Vous avez au final 4 facteurs qui vont agir sur la diminution de l'efficacité des vaccins anti-Covid. Premier facteur, nous avons l'âge, puisque le système immunitaire des personnes âgées sera moins performant et donc cette immunosénescence apportera une faible protection et une moins bonne réaction au vaccin. D'où effectivement la baisse d'efficacité chez les personnes en maison de retraite. Deuxième facteur diminuant l'efficacité des vaccins, ce sont des problèmes de santé, comme nous avons parlé tout à l'heure de la boxeuse Julie Le Gaillard qui avait une maladie qui ne lui permettait pas de bien réagir au vaccin avec un système immunitaire défaillant. Troisième facteur qui cette fois concerne tout le monde, c'est l'apparition de nouveaux variants. On l'a vu, à chaque fois qu'un nouveau variant est apparu, l'efficacité des premiers vaccins n'était plus confirmée. Et quatrième facteur qui joue sur la diminution de l'efficacité de ces vaccins anti-Covid, c'est le temps,
puisque au fil du temps, plus le temps passe et moins ces vaccins sont efficaces. Par exemple, l'étude qui impliquait les volontaires lors des essais Pfizer a montré que si à 2 mois l'efficacité était de 96%, à 6 mois elle n'était plus que de 84%. Les données israéliennes confirment la chose puisque au bout de 6 mois, il y a 3 à 4 fois plus de personnes infectées malgré le vaccin par rapport à ce qu'il y avait à 2 mois. Aussi, il a été recommandé d'effectuer une 3e dose. La solution à cette baisse d'immunité... Je rappelle que les personnes qui sont éligibles au rappel aujourd'hui... La grande campagne de rappel... Le rappel. 1, 2, 3, 4 doses. Jusqu'où le gouvernement pourrait-il aller pour tenter de mettre fin au Covid-19 ? Ce qui serait important, c'est d'avoir un geste fort envers la 3e dose et on est nombreux à attendre l'extension de la 3e dose au-delà des simples catégories à risque. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Parmi les nouvelles mesures, une dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois seulement après la dernière vaccination. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Une 3e dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent. Laurent Berger, pour accéder à la 3e dose qui est mise en avant par l'exécutif comme la grande solution, le bouclier pour éviter les drames. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que la vaccination est ce qui nous protège le mieux, puisque c'est le seul levier. Moi, j'ai rendez-vous pour besoin, Olivier Bogillot, d'une 3e dose. Est-ce que toute la population, à votre avis, dans quelques mois, va avoir besoin d'une 3e dose ? Au regard de la circulation des variants, comme on le voit là en Inde, on peut estimer effectivement qu'une 3e dose sera utile pour rebooster votre système immunitaire, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités. Mais globalement, quand on voit la source des variants multiples, je pense qu'il faudra une 3e dose, en effet. Pour tout le monde ? Pour tout le monde. Le but de cette 3e dose est donc de venir finir la vaccination initiale. Le virus a muté et est devenu plus infectieux. Rebooster le taux d'anticorps présent dans le sang pour les personnes qui ont reçu les 2 premières doses. L'immunité qu'on a eue avec la primo-vaccination était suffisante pour se prémunir de la souche originale, telle qu'elle est sortie à Wuhan, ou bien du variant alpha. Marie-Paul Kieny et Sandrine Sarrazin travaillent toutes les deux à l'INSERM. Elles nous expliquent pourquoi cette dose de rappel s'impose et jusqu'où cela pourrait aller. Maintenant, c'est assez clairement établi que le taux d'anticorps qu'on a dans le sang chute un peu dans les 6 à 9 mois qui suivent la 2e dose. Comme on est encore en pleine épidémie, à l'approche de l'hiver, c'est vraiment raisonnable de redonner un petit coup de boost. Pour les vaccins à ARN messager, on est en train d'avoir quelque chose de l'ordre de 6 mois. Pour les vaccins inactivés chinois, notamment Sinovac, les rappels se font même déjà 3 mois après la primo-immunisation, donc c'est un temps encore plus court. Les 2 études les plus récentes, sorties à la rentrée, l'une française et l'autre américaine, confirment d'ailleurs le besoin d'injecter ce rappel presque 1 an après le lancement de la campagne vaccinale. Combien de temps est-ce que cette protection va durer ? Il n'y a pas de formule mathématique et c'est à partir des études qu'on va faire dans la vraie vie, chez les gens qui ont reçu le vaccin avant tout le monde, qu'on pourra du coup suivre l'évolution de la protection et dire maintenant c'est le moment de refaire un rappel ou pas. Vaccination de la grippe qui est annuelle, mais en fait c'est pas un rappel qu'on fait chaque année. Chaque année on fait une nouvelle vaccination parce qu'en effet c'est un nouveau virus. Et si on a un variant différent chaque hiver, eh bien oui, il faudra une nouvelle vaccination chaque hiver. L'autre question que vous avez posée, c'était sur la 3e dose. Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre passe sanitaire. Ainsi, Santé publique France écrit dans son rapport d'analyse du risque du 5 janvier 2022 qu'une dose de rappel, donc cette fameuse 3e dose, est nécessaire pour restaurer les titres d'anticorps neutralisants et protéger contre l'infection contre le Covid-19. Il cite en référence 3 études. Une première étude rapporte une protection après cette 3e dose, donc de 70 à 75% face à Omicron. Une seconde étude rapporte une protection après 3e dose proche de 86% face à Omicron. Quant à la 3e étude, elle est un petit peu moins optimiste puisque après 1 semaine après la 3e dose, la protection est estimée à seulement 37%. Il faudrait peut-être attendre 2 semaines comme pour les autres.
Mais par contre, on rappelle qu'après cette troisième dose, la protection face à Delta remonte à 90%. Et l'Institut Pasteur confirme donc, bien évidemment, selon eux, après cette troisième dose, on a à nouveau assez d'anticorps pour lutter contre Omicron, mais il nuance toutefois en disant qu'il faut 5 à 31 fois plus d'anticorps pour lutter contre Omicron que contre Delta par exemple. Donc cette troisième dose, comme le rapporte une étude israélienne, sera efficace à nouveau pour vous protéger contre Delta, mais moins contre Omicron. L'idée, c'est un petit peu d'avoir un taux d'anticorps comme montré sur ce schéma, qui n'est que pédagogique, c'est-à-dire que après les 2 premières doses, vous avez une immunité qui monte et qui descend progressivement, et cette troisième dose, donc ce booster, qui va venir stimuler, avoir une seconde réponse immunitaire beaucoup plus importante, qui vous permettra donc de lutter contre les virus. Mais néanmoins, malgré cette troisième dose, il demeure une inconnue qui est la durée de cette protection. En effet, la durée de protection semble quand même limitée, comme nous le rapporte une étude allemande qui, après cette troisième dose, au bout de 3 mois, rapporte une efficacité de protection de seulement de 25% face aux infections. Et qu'observe-t-on donc dans la population? En effet, si on regarde les chiffres en population réelle, notamment ceux rapportés par l'Institut Robert Koch en Allemagne, qui est un petit peu l'équivalent de l'Institut Pasteur en France, mais en Allemagne, on peut voir que chez les personnes de plus de 60 ans infectées par Omicron, et dont on connaît le statut vaccinal, près de 42% des personnes avaient reçu une dose de rappel. 45% étaient doublement vaccinés et seulement 13% n'étaient pas vaccinés. Pour la France, les chiffres de l'adresse, tous variants confondus, nous rapportent qu'à peu près la moitié des personnes hospitalisées sont vaccinées. Certes, nous ne disposons pas de données sur le stock des personnes qui sont présentes et qui restent présentes dans les services hospitaliers et surtout dans les services de réanimation. On a seulement des données sur le flux, donc sur les personnes qui entrent. Et effectivement, si on regarde les données de novembre et décembre, près de la moitié, donc environ 52% des personnes qui entraient à l'hôpital étaient vaccinées. C'est ce que l'on observe sur ce tableau, donc des données issues de l'adresse, où les patients en soins critiques, donc même si au mois d'août on voit bien qu'il y avait beaucoup plus de non-vaccinés dans les soins critiques, par contre, effectivement, depuis novembre-décembre, eh bien, on a à peu près autant de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées en soins critiques. Mais s'il y a autant de personnes vaccinées que de non vaccinées en soins critiques, est-ce que ça veut dire que les vaccins ne servent à rien? Eh bien en fait, pas tout à fait, puisqu'il faut rappeler que ce sont des chiffres en valeur absolue, donc qui prennent en compte tous les patients hospitalisés, mais que seulement 8% de la population n'est pas vaccinée. Aussi, si l'on prend les mêmes données, mais rapportées à 1 million de vaccinés d'un côté et à 1 million de non-vaccinés de l'autre côté, on voit que les entrées en soins critiques sont quand même bien plus nombreuses du côté des non-vaccinés. Et toujours selon les chiffres de l'adresse, on observe même qu'il y a une grande différence entre les personnes vaccinées sans rappel et les personnes vaccinées avec rappel, donc avec cette troisième dose. Tout ceci témoignant quand même d'une certaine protection grâce au vaccin, même si ces derniers n'empêchent pas en valeur absolue les hôpitaux d'être engorgés. Et depuis Omicron, qu'est-ce qui a changé? Observons pour cela un graphique publié sur le compte Twitter de Florence Desbarres, chercheuse au CNRS en biologie évolutive et basé toujours sur les données de l'adresse, donc l'organe statistique du gouvernement. Ce visuel permet, sur une période du 20 décembre 2021 au 23 janvier 2022, de mesurer chez les personnes infectées par le SARS-CoV-2 les risques de décès chez les personnes non vaccinées ou vaccinées, que ce soit par le variant Omicron ou par le variant Delta. On peut donc voir sur ce graphique que chez les personnes positives de plus de 80 ans non vaccinées, le risque de décès avec Omicron s'élève à 5% contre 11,5% avec Delta, donc presque divisé par 2. Donc Omicron est quand même moins dangereux que Delta. Chez les vaccinés, il demeure encore plus faible, chutant à 2,4% pour les vaccinés sans rappel et à 0,75 pour les vaccinés avec rappel. Donc toujours pour Omicron. Concernant les moins de 79 ans, donc dans les 60-79 ans chez les non-vaccinés, le taux de mortalité est à 0,8% pour Omicron, 3% avec Delta.
Parmi les vaccinés sans rappel, il tombe à 0,4% et à 1% avec Delta, et à 0,1% parmi les vaccinés avec rappel, donc la troisième dose, et 1% toujours avec Delta, donc il n'y a pas de gros changements donc chez ces personnes-là. Et bien évidemment, on voit que chez les moins de 60 ans, la létalité apparaît quasi nulle avec Omicron, elle était déjà très faible avec Delta. On voit bien avec ce graphique que effectivement les personnes les plus à risque sont les personnes âgées. À noter tout de même un petit bémol par rapport à ces données, puisqu'effectivement ce ne sont que les personnes qui ont été testées positives au Covid. Il est possible qu'il y en ait qui ne soient pas testées et qui soient quand même positives. Et inversement, donc on sait que parmi les personnes hospitalisées, il y en a beaucoup qui sont hospitalisées avec le Covid et non pas hospitalisées pour le Covid. C'est-à-dire que vous pouvez être hospitalisé parce que vous avez un accident de voiture, on vous fait un test, vous êtes positif, donc vous rentrez dans ces chiffres-là, mais si vous mourrez, ce sera à cause de l'accident de voiture et non pas à cause du Covid. On estime que ces chiffres sont d'à peu près 20% en France, donc 20% de personnes qui sont dans ces chiffres comptabilisés Covid-19 mais qui sont là pour une autre pathologie. Et malheureusement, ces chiffres ont augmenté depuis Omicron, qui est beaucoup plus transmissible et beaucoup plus fréquent que les précédents variants. Donc au mois de janvier, on estimait que le pourcentage de personnes qui étaient là avec Omicron était proche de 26%. Et si on regarde donc les hospitalisations des personnes avec un test positif à la Covid-19, on voit que parmi les plus de 80 ans non vaccinés, le risque d'hospitalisation monte à 21% avec Omicron contre 28% avec Delta. Chez les vaccinés sans rappel, ce taux descend à 14% alors qu'il était de 16% avec Delta, donc assez proche. Et pour les vaccinés avec rappel, donc 7% pour Omicron contre 11% avec Delta. Et chez les moins de 60 ans, les non vaccinés, on voit que le risque d'hospitalisation est de 1,1% avec Omicron contre 2,8% avec Delta. Bien évidemment, ce risque est diminué pour les personnes vaccinées puisqu'on va en dessous des 1%, que ce soit pour Omicron ou Delta. Enfin, concernant les soins critiques, le risque d'entrer dans ce type d'unité parmi les plus de 80 ans non vaccinés et positif au virus est de 1,1% avec Omicron contre 2,6% avec Delta, donc pour les plus de 80 ans non vaccinés. Donc notons que les plus de 80 ans sont beaucoup moins souvent orientés, quel que soit le variant, vers les services de réanimation que les autres classes d'âge. Là encore, on constate que chez les moins de 60 ans, le risque, même si on est non vacciné, est de 0,2% avec Omicron contre 0,9% avec Delta. Donc même sans vaccin, il y a quand même peu de chances qu'on arrive en soins critiques si on a moins de 60 ans. Donc on peut constater que le vaccin protège des formes graves et a certainement permis de diminuer la mortalité au fur et à mesure des vagues épidémiques, même si ce n'est pas le seul facteur qu'il faut prendre en compte. On a par exemple déjà l'immunité naturelle des personnes qui ont été infectées, également un meilleur usage des gestes barrières et surtout en EHPAD. Donc les études montrent que par rapport aux premières vagues, les gestes ont été mieux respectés, donc il y a quand même moins de mortalité dans les EHPAD. Il y a également ce que l'on appelle un effet de moisson, puisque les personnes les plus fragiles ont déjà été emportées lors des premières vagues, etc., etc. Mais si le vaccin vous protège vous, est-ce qu'il vous permet également de protéger les autres en vous empêchant de transmettre le virus? Qu'en est-il de la transmission du coronavirus, du Covid-19? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est un point important de la discussion, que les vaccins que l'on utilise, spécifiquement les vaccins ARN, protègent contre la transmission. Là encore, le discours ambiant sur les plateaux télé est que le vaccin diminue la transmission, mais qu'il faut quand même respecter les gestes barrières. Un petit peu ambigu, puisque si le vaccin bloque la transmission, pourquoi est-ce qu'il faut maintenir les gestes barrières? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir à une vie normale comme avant? Alors, que nous disent les études scientifiques sur le sujet? Là encore, je ne vais pas vous détailler toutes les études, j'en ai analysé plus d'une vingtaine, on va essayer de faire une petite synthèse de tout ça, mais si vous voulez les sources, vous les retrouverez juste en dessous dans la description. Les premières études, comme une étude israélienne publiée dans The Lancet, nous indiquaient qu'effectivement le vaccin diminuait la transmission puisque le vaccin nous empêchait d'être malades.
Un petit peu comme si le fait de ne pas être malade, du coup, nous empêchait de transmettre le virus, ce qui semble logique. Mais en réalité, on peut très bien être porteur du virus sans être malade. Et donc, on peut transmettre le virus même si nous n'avons aucun symptôme, même si on n'est pas malade. De plus, ces premières études, c'est normal, c'est les premières, elles n'ont pas de recul et donc ne tiennent pas compte de la baisse de l'efficacité des vaccins avec le temps ou face à l'apparition des nouveaux variants. Ensuite, nous avons de nombreuses études dites observationnelles. C'est le cas de l'étude israélienne citée précédemment, mais d'une autre publiée en mars 2021, ou bien encore de cette étude des Pays-Bas ou cette étude anglaise, également observationnelles. Ce sont des études non expérimentales basées sur les données recueillies dans la population lors de tests PCR, lors des contacts tracing, avec les open data. Donc les chercheurs observent sans intervenir. Mais ces études, de l'aveu même des chercheurs, possèdent de nombreux biais. Et notamment, l'absence de randomisation peut faire que le groupe des vaccinés et le groupe des non vaccinés peut fortement varier sur le plan démographique et ce qui peut avoir notamment de forts impacts sur les résultats. Par exemple, l'âge et la présence de comorbidités, donc d'autres maladies, peut influer donc sur la charge virale, donc sur l'importance du virus et sur sa transmission. D'autres facteurs peuvent jouer comme le comportement, le fait de se faire tester, le fait d'accepter de manière stricte ou pas les gestes barrières, ou bien encore l'état de santé général. Par exemple, comme c'était le cas en France avec le pass sanitaire, les personnes vaccinées étaient exemptes de tests PCR alors que les personnes non vaccinées se faisaient tester plus souvent, ce qui peut induire justement un nombre de personnes testées positives plus important chez les personnes non vaccinées. De plus, les personnes symptomatiques pouvaient être incitées à ne pas déclarer qu'elles avaient des symptômes par peur d'être blâmées, de risquer d'infecter les autres personnes. Et donc, effectivement, l'efficacité des vaccins peut avoir été surestimée. De plus, parmi les personnes contacts, bien souvent, on ne sait pas si elles ont eu un test négatif ou si tout simplement elles ne sont pas allées se faire tester. De la même façon, on a aussi beaucoup de communautés, donc des gens non vaccinés qui vivent avec d'autres personnes non vaccinées et inversement, des gens complètement vaccinés qui vivent avec des gens complètement vaccinés, ce qui, là aussi, peut biaiser les résultats. Dans ces études observationnelles, il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer comme l'emplacement, le statut socio-économique, l'ethnicité ou bien encore la probabilité, donc le nombre de sorties, le nombre de contacts qui peut varier d'une personne à l'autre. Par exemple, avec des données où on a l'adresse des gens, ceux qui ont été contaminés, on ne sait pas si les proches n'ont pas été contaminés, mais est-ce qu'ils sont restés dans l'appartement avec la personne ou est-ce qu'ils ont eu la possibilité d'être hébergés temporairement ailleurs? Tout ça n'est pas indiqué dans ces études. Et en fait, c'est le problème avec toutes les études observationnelles, si bien qu'une étude justement rapporte que les décisions de santé publique prises à partir de ce genre d'études devraient tenir compte des biais possibles, des informations contradictoires ou incomplètes et également de l'hétérogénéité des sous-populations. D'ailleurs, l'adresse elle-même, donc l'organe du gouvernement, estime que les études basées sur ces open data ne peuvent pas déterminer l'efficacité vaccinale puisqu'il y a trop d'autres facteurs qui peuvent jouer sur les résultats. Sans oublier, comme nous le rappelle une étude d'Oxford, que l'efficacité du vaccin diminue avec le temps, ce qui là encore va jouer sur les résultats. Parmi les études qui nous parlent de l'effet du vaccin sur la transmission du virus, nous avons également les études mathématiques. Comme par exemple cette étude de l'Institut Pasteur, prépubliée en juin 2021, est souvent cité en exemple. Mais en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'études, mais plutôt de modèles mathématiques, de projections, et les chercheurs eux-mêmes disent qu'il faut tenir compte de l'évolution de l'épidémie, puisque cela pourrait complètement changer leurs calculs. Donc, si on se base pour déterminer ces chiffres sur une étude qui nous rapporte une efficacité à 95%, ou bien sur une étude observationnelle malgré tous les biais qu'elle comporte, eh bien, on risque au final d'avoir des résultats qui sont complètement erronés. Ce genre d'études essaye de prévoir l'avenir plutôt que d'observer la réalité. D'ailleurs, normalement, ce genre d'études doit être vérifié a posteriori pour vérifier justement leur marge d'erreur. Et 2 polytechniciens se sont attelés à la tâche. On voit sur leur site, comme ils le disent, que les modélisations mathématiques de la propagation du Covid-19 guident depuis bientôt 2 ans la mise en place de politiques publiques
avec des impacts majeurs sur la vie des Français. Et donc leur site vise à rendre public une évaluation systématique de la fiabilité de ces modélisations, ce qui n'avait pas été encore fait. Et ils ont remarqué que parmi toutes les études qu'ils ont observées, seulement 2 n'étaient pas complètement à côté de la réalité. Malheureusement, la plupart des études des modèles mathématiques surestimaient la gravité du Covid-19. Enfin, pour vérifier l'efficacité du vaccin sur la transmission du virus, nous avons des études expérimentales en vie réelle. Mais là encore, il peut y avoir quelques biais, comme par exemple dans cette étude américaine de 2021. L'étude conclut que les personnes vaccinées transmettent moins le virus que les personnes non vaccinées. Mais si on regarde cette étude, elle rapporte également que les personnes vaccinées respectent mieux les gestes barrières et sont moins souvent en contact d'autres personnes que les personnes non vaccinées. Ainsi, est-ce que c'est le vaccin qui a empêché la transmission ? Ou est-ce que c'est le respect des gestes barrières et la distanciation sociale? Et enfin, pour analyser l'effet du vaccin sur la transmission du virus de la Covid-19, nous avons les études qui s'intéressent à la charge virale. On n'est pas vraiment sûr que la charge virale corresponde vraiment au pouvoir de transmission du virus, mais à défaut de mieux, cette technique est employée depuis des années pour déterminer la transmission d'un virus potentiel. En gros, plus la charge virale est élevée, plus vous risquez de transmettre le virus. Par exemple, cette étude de mars 2021 rapporte que la vaccination induirait une réduction de la charge virale après le 12e jour, entraînant donc une infectiosité plus faible, contribuant à la diminution de la propagation du virus. On voit bien donc la différence entre les deux courbes, vaccinés ou non vaccinés. Aussi, cette autre étude de juillet 2021 nous rapporte une diminution de 40% de la charge virale chez les personnes vaccinées, ainsi qu'une diminution du nombre de jours de symptômes de près de 6,4 jours. Et cette étude de Singapour de fin juillet 2021 nous rapporte qu'en effet, chez les personnes vaccinées, la charge virale, d'abord légèrement plus forte les premiers jours, diminue de façon significative ensuite pour être plus basse que la charge virale des personnes non vaccinées et disparaître plus rapidement. Comme on le voit, donc la courbe verte qui diminue plus rapidement que la courbe rouge. Ce qui fait dire à certains qu'avec le vaccin, on est malade moins longtemps et donc on contamine moins. Néanmoins, d'autres études nous rapportent que parmi les personnes hospitalisées, celles qui étaient non vaccinées et les vaccinées présentaient la même charge virale, donc potentiellement elles étaient autant contaminantes l'une que l'autre. Donc pour résumer l'ensemble des études, il reste difficile de se prononcer sur l'effet du vaccin sur la transmission du virus de la Covid-19. Mais néanmoins, quelques points semblent se distinguer. Tout d'abord, avec le variant Delta, on observe que les personnes qui ont des symptômes, donc les personnes symptomatiques, présentent à peu près la même charge virale, qu'elles soient vaccinées ou non vaccinées. Mais néanmoins, chez les personnes asymptomatiques, il semblerait que les personnes vaccinées aient une charge virale moins importante. Selon une étude néerlandaise et l'étude singapourienne, il semblerait que les personnes vaccinées aient une charge virale qui diminue plus rapidement dans le temps que les personnes non vaccinées. Attention, troisième point, encore un problème de durée, puisqu'il semblerait que la charge virale soit plus importante avec l'ancienneté de la vaccination. Et quatrième point, la question de la capacité infectante des particules émises reste en suspens, puisqu'on a 2 études qui nous rapportent qu'il n'y a pas de différence entre les vaccinés et les non vaccinés, alors qu'une étude néerlandaise nous rapporte qu'effectivement il est plus difficile d'isoler le virus chez les personnes vaccinées. Par ailleurs, en réalité, il ne faut pas oublier que la majorité de la transmission et des infections se fait au début de la maladie, donc un petit peu avant l'apparition d'un symptôme ou les premiers jours des symptômes. Donc le fait que la charge virale diminue plus rapidement dans le temps n'indique pas qu'on va forcément moins être contagieux puisque c'est au début que tout se passe. De la même façon, il est risqué de miser sur la production de moins de virus par les personnes vaccinées. Et c'est à cette conclusion que parvient le Vidal, un petit peu le DICO des médicaments, lorsqu'il fait la synthèse de toutes les études disponibles en septembre 2021. Le Vidal ajoute qu'il y a une donnée solide qui persiste variant après variant, qui reste que les personnes symptomatiques, qu'elles soient vaccinées ou non vaccinées, présentent une charge virale plus importante et plus longue pendant plus de temps que les personnes asymptomatiques et donc probablement qu'elles sont plus contagieuses.
Ceci est confirmé par une étude encore en 2021. Partant de là, comme on suppose que le vaccin va diminuer le nombre de personnes symptomatiques, on peut supposer que le vaccin va diminuer la transmission. Mais attention, le point important n'est pas de savoir si vous êtes vacciné ou non vacciné, mais plutôt de savoir si vous êtes symptomatique ou asymptomatique. Car un discours basé sur l'état vaccinal, de savoir si vous êtes vacciné ou non vacciné pour transmettre le virus, risque d'entraîner une idée fausse dans la population que je retrouve très fréquemment chez mes patients ou chez leurs proches, dans leur famille, avec des gens qui me disent « mais vous inquiétez pas, je ne risque pas de transmettre le virus à ma maman puisque je suis vacciné ». Ce qui est faux malheureusement. En réalité, la vaccination vous protège vous, mais pas vos proches. Contrairement aux masques chirurgicaux qui vous empêchent de postillonner et donc de disséminer vos microbes, et donc qui vont protéger les autres, mais pas vous, mais ça c'est un autre débat. Et c'est pourquoi le Vidal conclut sur la possible transmission du virus par les personnes vaccinées que l'absence de certitude sur le sujet justifie les décisions des différentes autorités sanitaires de maintenir les gestes barrières, puisque on ne sait pas si le fait d'être vacciné va vous empêcher de transmettre. Et il semblerait qu'en fait non. D'ailleurs, le CDC américain nous l'affirmait dans un rapport dès juillet 2021, puisqu'il rapporte que les personnes vaccinées ou non vaccinées présentaient la même charge virale et donc étaient autant susceptibles de contaminer l'une que l'autre. Et tout ceci est confirmé par une étude britannique parue le 28 octobre 2021 dans la revue du Lancet. Les chercheurs nous rapportent que les personnes vaccinées présentent un pic de charge virale similaire à celui observé chez les individus non vaccinés. Par ailleurs, l'étude nous montre que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus au sein de leur foyer familial, y compris aux membres de la famille qui sont eux aussi complètement vaccinés. Tous les participants, donc les cas index et les cas contacts, donc ceux du début et ceux qui ont potentiellement été contaminés, ont accepté pendant une durée de 14 à 20 jours de se faire tous les jours, quotidiennement, un test nasopharyngé eux-mêmes. Si tout le monde était vacciné dans le foyer, on avait quand même une transmission de l'ordre de 25%, donc parmi des personnes complètement vaccinées. Si au contraire personne n'était vacciné dans le foyer, il y avait une transmission de l'ordre de 37%, donc un petit peu plus, donc on a quand même une protection du vaccin de l'ordre de 30%. Mais retenez bien que même si tout le monde est vacciné, il y avait quand même 25% de contamination. En effet, si on est vacciné, on a un petit peu moins de chances de l'attraper, mais le risque de contamination existe quand même, surtout au sein du foyer familial, donc avec peu de gestes barrières et une exposition prolongée. Et en ce qui concerne la transmission, dans cette étude, on remarque que si le cas index, donc la personne contaminée au début, était vaccinée, la transmission était de l'ordre de 25%. Tandis que si le cas index, la personne de départ, était non vaccinée, la transmission était de l'ordre de 23%. En d'autres termes, au sein des familles, la transmission était la même que la personne contaminante soit vaccinée ou non vaccinée. Le vaccin n'empêche donc pas la transmission. Cette étude, qui portait principalement sur le variant Delta, met en lumière un fait important pour nos politiques de santé publique, qui est qu'en fait une personne complètement vaccinée peut transmettre à une personne complètement vaccinée et qu'en fait l'effet du vaccin sur la transmission est minimal, voire inexistant. Et depuis Omicron, c'est pire. Donc finalement, retenez bien que à symptômes égaux, vous avez autant de chances de transmettre le virus que vous soyez vacciné ou non vacciné. Et par là même, une personne non vaccinée mais asymptomatique transmettra moins de virus qu'une personne vaccinée et symptomatique. Car effectivement, ce que nous montrent toutes les études, encore une fois, c'est que plus il y a de symptômes, plus la charge virale est importante et donc plus on risque de transmettre. Mais une personne asymptomatique, même s'il n'y a pas de risque zéro, transmettra moins le virus qu'une personne symptomatique. Et j'en profite au passage pour rassurer les parents qui ont des enfants, puisque une étude de juin 2021 nous montre que globalement, la plupart des enfants présentent moins de symptômes que les parents, moins de symptômes que les adultes, et donc, comme on vient de le dire, moins de symptômes dit une charge virale plus faible et donc moins de risque de transmission. D'ailleurs, nous avions les résultats préliminaires de l'étude Vigile qui portait sur plus de 4000 enfants menée par des pédiatres et qui nous rapportait que les contaminations avaient lieu principalement en milieu extrascolaire, donc pas à l'école mais plutôt dans la cellule familiale,
Ce qui était confirmé d'ailleurs par un avis de la Société française de pédiatrie en mars 2021, qui nous rapportait que si on voyait une augmentation du nombre de contaminations à l'école, c'était parce qu'on augmentait le nombre de tests et parce qu'il y avait une augmentation du nombre de cas dans la population en général. Je vous laisse donc juger de la pertinence de vouloir vacciner à tout prix les enfants, de vouloir fermer les classes dès qu'il y a trop de cas, de les tester à outrance, sinon pour augmenter les répercussions psychologiques qui malheureusement sont très fortes chez nos jeunes. En effet, une lettre de recherche nous rapporte que malheureusement, depuis la pandémie, le taux de tentative de suicide chez les jeunes a augmenté de près de 300%, ce qui est effectivement énorme. On fait peser cette crise sur nos jeunes, d'où la réaction de plusieurs personnes, notamment de la psychologue Marie-Estelle Dupont ou de l'épidémiologiste Martin Blachier, qui ont lancé une pétition pour un retour à la normale dans les écoles. Je vous mets le lien en dessous en description. Je sens que ça va arriver, on va avoir faire vacciner les enfants. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi je suis totalement contre, je vois pas l'intérêt en fait de vacciner les enfants. Les pédiatres disent que dans l'intérêt des enfants, il n'y a pas de bénéfice. Et après, dans l'intérêt des autres, j'ai mes équipes qui ont travaillé là-dessus, et vacciner les enfants n'empêchera pas la circulation du virus dans le reste de la population qui circule très bien, dans les adultes, particulièrement chez les jeunes qui sont très sociabilisés. Donc les enfants, il n'y a pas lieu de les vacciner. Que certains parents veuillent les vacciner, oui, mais le rendre obligatoire, voilà. ça peut pas supporter l'analyse scientifique. Finalement, le vaccin ne semble pas empêcher la transmission du virus. Les études arrivent à un certain consensus à ce sujet. Et de toute façon, il suffit de regarder autour de soi. Avec près de 90% des personnes vaccinées, 90% des adultes vaccinés, on voit bien qu'il y a un pic épidémique depuis la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022. Et donc, finalement, il y a de quoi être déçu par les vaccins. Donc, on se rend bien compte que ces vaccins contre la Covid-19 ne sont pas les mêmes vaccins que ceux pour le tétanos ou les vaccins contre l'hépatite B qui vous vaccinent à vie ou contre la poliomyélite. Donc ce ne sont pas les mêmes vaccins puisque de toute façon ce ne sont pas les mêmes virus, ce ne sont pas les mêmes maladies. Les vaccins contre la Covid-19 ont finalement une efficacité moyenne. Retenons quand même, puisque c'est important, pour les personnes âgées, les personnes à risque, ils préservent quand même des formes graves et c'est déjà pas mal. Donc la prévention des formes graves, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai qu'on est loin de la baguette magique promise qui devait nous sortir de la crise. Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Et cette déception face au vaccin est partagée par de plus en plus de médecins, y compris parmi ceux qui ont fait la promotion du vaccin pendant des mois, mais qui reconnaissent aujourd'hui ses faiblesses, à l'image du Dr Combe par exemple. D'ailleurs, on sait tout finalement sur l'effet des vaccins. Oui, d'ailleurs on est déçus quand même globalement, parce que je vous rappelle qu'un vaccin, comme chacun d'entre nous le sait, quand on vaccine nos enfants, on ne les vaccine pas pour 4 mois, 6 mois, on les vaccine pour 10 ans, 20 ans. C'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi est-on déçu par un vaccin? Par les vaccins actuels contre le Covid. Là, on est déçu par la durée de protection, parce que ça apparaît une durée de protection qui est quand même vraiment très très faible. Et puis on est déçu aussi par l'efficacité. On voit bien que ça n'empêche pas la circulation du virus, surtout avec le variant Omicron. Le variant Omicron change un peu la donne quand même, oui. Parce que le virus circule intensément. Il faut dire, on n'a pas pris beaucoup de précautions pendant les fêtes, mais le virus circule intensément, malgré le fait qu'il y a une grande partie de la population qui est vaccinée. Bien, vous avez suivi aussi les débats à l'Assemblée nationale autour de ce pass vaccinal. Oui. Comment réagit et le médecin et le citoyen? Le citoyen, il n'est pas tellement surpris. On va dire, on est dans les joutes politiques préélectorales. Voilà un peu mon sentiment. On est en campagne électorale. Mon sentiment de médecin, il est beaucoup plus ambigu par rapport au pass vaccinal, parce que, comme on vient de le dire, on se rend compte que le vaccin est de moins en moins efficace, à la fois en termes empêcher la circulation du virus et à la fois en termes de durée, puisque la durée est très courte. Donc on a un vaccin de moins en moins efficace et en même temps on va imposer un pass vaccinal. Donc là, si vous voulez, il y a un paradoxe. Et en plus, si vous voulez, obliger les gens à se vacciner pour pouvoir aller au restaurant ou au bistrot, alors que de toute façon, ils auraient été infectés dans le mois ou les 2 mois qui ont précédé, parce que là, la circulation du virus est tellement intense, notamment chez les 20 à 40 ans, qui sont cette population-là, que de toute façon, ils vont être infectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Là, vous allez voir ce site que je vous conseille de consulter et de voir tout le temps, qui est celui du John Hopkins, où vous allez voir qu'on est quasiment... à 10 milliards de vaccins. Il n'y a jamais eu autant de cas.
Aux États-Unis, la situation explose. La France, qui tient le record juste après les États-Unis, la situation est exactement la même. Et ce qui est extrêmement étrange et intéressant, c'est le niveau de tension sur la volonté d'augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisque à la limite, on peut toujours dire, écoutez, les gens qui sont fragiles pourraient être vaccinés, ce qui est vrai. C'est possible y compris avec ce nouveau variant, ça sert à quelque chose. Mais il n'y a aucun intérêt démontré, aucun à vacciner une population qui n'est pas à risque, puisque l'épidémie flambe de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait des vaccins, et plus on fait de vaccins, plus il y en a. D'ailleurs, notre ministre de la Santé, Olivier Véran, doit lui-même être bien déçu par ces vaccins, puisqu'il a attrapé le virus de la Covid-19 le 13 janvier 2022, malgré ses 3 doses de vaccin, malgré le fait qu'il ne soit pas âgé de plus de 60 ans, et vraisemblablement qu'il ne présente pas de comorbidité. Rassurez-vous, il n'avait que des symptômes légers selon ses proches. Et en fait, cette déception n'est pas vraiment une surprise, puisque c'est vrai que les vaccins à ARN messager, on les utilise depuis plus d'une dizaine d'années pour d'autres pathologies, donc ils sont nouveaux sans être nouveaux. Et voici par exemple les résultats d'une étude de 2018, donc bien avant toute polémique sur le Covid-19. Et l'étude nous disait en gros que les vaccins à ARN messager, c'est l'avenir de la vaccination, puisqu'ils nous permettent de créer des nouveaux vaccins beaucoup plus rapidement qu'avant, et donc de réagir beaucoup plus rapidement face à l'apparition d'une nouvelle épidémie. Mais malheureusement, leur efficacité est moyenne. Je cite, « L'immunogénicité était plus modeste chez l'homme que ce qui était attendu sur la base de modèles animaux, un phénomène également observé avec les vaccins à base d'ADN, et les effets secondaires n'étaient pas négligeables. » C'était donc en 2018, mais on constate aujourd'hui avec ces nouveaux vaccins contre la Covid-19 qu'effectivement ils ont une efficacité moyenne et avec des effets secondaires indésirables, rares certes, mais non négligeables. Mais ça, c'est un autre débat. Mais alors, si le vaccin est moyen, qu'il n'empêche pas la transmission et qu'il ne bloque pas l'épidémie, quel est le but de ces mesures sanitaires et notamment du pass vaccinal? Pourquoi est-ce qu'on met autant la pression sur les non-vaccinés? La vidéo étant déjà bien longue, je vous donnerai mon avis sur la question dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, donc dites-le moi juste en dessous. Partagez également votre avis personnel sur la question. Pourquoi est-ce qu'on met la pression sur les non-vaccinés? Ça m'intéresse de le savoir. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai montré, dites-le en dessous dans les commentaires, mais avec des avis sourcés, des informations, des arguments, pas juste un défouloir émotionnel contre les anti-vax ou contre les pro-vax, peu importe, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Un exemple de discussion, par exemple, avec le professeur Bruno Lina, qui est un virologue, membre du conseil scientifique, qui intervenait dans l'émission Le Quotidien du 18 janvier 2022 pour dire « Voilà, le vaccin ne freine la diffusion du virus, mais ne l'empêche pas, mais il le freine. Et quand vous êtes à proximité d'une vaccination, dans les 3 mois qui suivent la dose de rappel, le risque de transmission, il est de moins de 20 à 30%. Alors que si vous êtes à distance de la vaccination, il est de plus de 70 à 80%. Le professeur Bruno Lina est certainement beaucoup plus calé que moi sur les vaccins, mais je ne sais pas du tout d'où sortent ces chiffres. Donc ce n'est pas ce que j'observe autour de moi, ce n'est pas ce que j'ai pu lire dans la littérature scientifique, mais bien sûr, on peut en discuter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager auprès de vos amis. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires juste en dessous, je les lis, j'y réponds. Je vous invite bien sûr à vous abonner à Santé de Fer, vous avez le lien juste ici. Encore mieux, vous avez mes mails privés, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Et moi, je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos, puisque devenir acteur de sa santé, c'est bien en parler, c'est mieux de le faire. Allez, ciao ciao!